Bonjour à tous. Merci beaucoup Anne pour cette invitation à participer à un nouveau séminaire de HUT. Bravo aussi pour la transition, parce que peut-être déjà au niveau du titre, vous pouvez voir qu'il va y avoir des liens avec la présentation précédente, avec une tentative qui va être peut-être ce que vous suggériez, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas à la fois être dans l'inaction et en même temps dire qu'on peut modéliser, construire et avoir des dimensions abstraites qui vont pouvoir servir la mémoire à la fois dans sa construction et dans son expression. Alors, juste petite parenthèse, j'en profite qu'il y a un auditoire pour dire qu'à Paragraphe, on continue à explorer l'IoT. Une revue qui est en ligne, qui attend vos propositions quand vous voulez. Une nouvelle, là c'est le volume 1, parce qu'on n'a pas encore la pochette il y a volume 1, volume 4 et le volume 5 va bientôt sortir. Et encore désolé Anne de ne pas avoir fourni l'article de mon intervention qui du coup va être publié ici. Voilà. En octobre, Digital Tools and Uses, un gros congrès dans lequel il y aura une track sur l'Internet des objets, plus d'autres choses, je ne rentre pas dans le détail. Et notez le 20-22 mars, c'est pas 2018 mais 2019, où IoT World, le salon de professionnels dans lequel on fait une intervention qui s'appelle IoT Labs, où on essaye de créer des interactions entre professionnels, industriels et le monde de la recherche. Voilà. Bon, c'était juste ma petite pub personnelle et donc si les gens sont intéressés, voilà. Alors, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la construction de la mémoire. Alors tout d'abord, je vais prendre des petits exemples un peu très matériels pour voilà, en gros comment ça se passe dans la vraie vie, la construction de la mémoire, avec une belle stratigraphie là, qui montre que couche après couche, la Terre crée sa propre mémoire et nous permet par cette succession de couches, en plus aller retrouver un petit peu et de plonger dans l'histoire, là, entre le Mésolithique, le premier âge du fer, etc. Ça, c'est ces couches terrestres, on trouve une autre façon, couche par couche, où là, j'ai appelé ça les couches vivantes, où l'arbre, petit à petit, va accumuler les couches de son activité, de son existence, pour créer une mémoire où là, par exemple, c'est un pin qui a été trouvé, je ne sais plus trop où, mais qui nous montre l'évolution climatique entre 1700 et 1950 et qui est très utile notamment pour les archéologues, hein, si vous irez voir, si vous ne connaissez pas tout ce qui concerne la dendrochronologie, qui permet comme ça d'avoir des traces de l'évolution de la mémoire. Alors, on a la Terre, on a le vivant. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus aux humains, comment ça fonctionne? Et là, je reprends un des termes qui a été utilisé par le précédent orateur, qui est le terme d'énaction. Et je fais référence à un ouvrage de Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander, Emmanuel Sander faisant partie du labo Paragraphe, autour de cette question de la mémoire qui va être, d'une certaine manière, pilotée par la notion d'analogie. Et en prémisse de cette création de la mémoire, de cette construction de la mémoire, il y a cette fameuse idée que les situations et ce qu'on va pouvoir appeler de façon générique les concepts, entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, il va y avoir une engrammation, comme vous avez parlé ce matin, d'un encodage. Alors, un encodage abstrait, mais abstrait, je pense qu'il faut l'entendre pas uniquement au niveau symbolique, mais abstrait de façon beaucoup plus large, l'abstraction étant comprise comme ce qui peut se concevoir dans la pensée et pas dans l'étendue. Et on peut imaginer que dans notre intériorité, on a cet espace-là d'abstraction. C'est-à-dire on peut concevoir des choses dans notre intériorité qu'on ne peut pas faire dans l'étendue. Et ça n'a rien à voir avec du symbolisme. Donc c'est peut-être là où il y a un moyen de à la fois faire de l'énaction et aussi de dire oui, mais il y a abstraction aussi. Il y a un encodage de quelque chose dans notre intériorité et c'est cet encodage qui va nous permettre, au fil de notre vie, à un moment dans des situations, de dire ah mais oui, mais ça me rappelle ça et
Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il y a une trace qui a été, par couches successives, entraînée dans notre intériorité. Et ces couches successives, le moteur de ces différentes associations entre extérieur et intérieur, ces deux auteurs proposent de dire que ce mode de catégorisation, c'est ce qu'on appelle l'analogie. Et qu'au fur et à mesure de notre existence, on va créer ce que moi j'appelle une soupe analogique, qui va, par un moment, suivant les situations, suivant le contexte, faire un précipité pour dire « Ah oui, tiens, ça me rappelle telle chose. Je vais exprimer telle autre chose ou tel souvenir. » Alors, cette idée-là, on peut aussi lui donner un autre mot en faisant référence à Leibniz, qui parlait du tissu de l'âme, qui parlait d'un fourmillement de petites inclinaisons qui vont petit à petit construire ce que lui appelle le tissu de l'âme et que j'ai représenté ici sous cette forme d'intrication très complexe de toutes les expériences qu'on a pu avoir et qui se sont engrammées en nous sous forme justement de multiplication de couches, de tissus qui vont nous envelopper avec tout un tas de petites perceptions, de petites inclinaisons. Et c'est cette somme de tissus qui vont faire qu'on va construire une mémoire, on va construire sa propre mémoire, par toujours ces interactions entre ce qu'on a comme expérience dans le monde, en action, et puis ce tissu de l'âme qui est en complète vibration continuelle. Alors, je cite Leibniz. Je vous ai mis aussi la référence à Deleuze parce que, alors la version, ça c'est la version en ligne qui n'est pas tout à fait complète, mais je vous donnerai le lien. Si vous cliquez dessus, vous aurez le cours de Deleuze qui parle du tissu de l'âme de Leibniz et vous pourrez avoir un peu plus d'informations. Alors, ce tissu de l'âme, comment il se construit? Alors ça c'est un modèle qui essaye de montrer que finalement on va pouvoir faire une association de couches extérieures, ce que j'ai appelé là des couches documentaires, qui sont toute la matérialité qu'on va pouvoir percevoir, avec des couches intérieures. Et ça va être un acteur qui, dans un lieu donné, à un moment donné, va créer ces interactions entre dimension physique extérieure et dimension intérieure. Alors, ça, c'est issu d'une autre proposition de Deleuze dans sa lecture de Spinoza, qui va montrer que existence et connaissance sont intimement liées. Et il va proposer un modèle en 4 dimensions qui vont mettre en jeu des dimensions de l'existence avec des genres de connaissances. Et suivant suivant les dimensions de l'existence et les genres de connaissances, on va avoir, d'un point de vue de la construction de la mémoire, des choses complètement différentes. Que ça soit la dimension physique, où là j'ai une connaissance physique, j'ai un choc, ou de l'intuition de ce que peut être le concept de mémoire. Vous voyez bien que là, on voit bien que c'est deux choses qui sont complètement différentes et pourtant qui existent. Et donc, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle parce que ça va nous emmener trop loin, mais ça c'est le modèle qui essaye d'associer justement ces trois dimensions de l'existence et ces 3 genres de connaissances pour arriver à en faire un modèle qu'on peut rentrer dans une base de données qui est relativement simple, là que je vous ai mis là, et à travers cette base de données qui va permettre de faire des représentations de ce qu'est cette existence-connaissance et surtout qui va permettre de pouvoir calculer des indices de complexité, de pouvoir dire « Ah bah tiens, là on est face à une existence qui est très complexe ou pas du tout complexe. » Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à justement archiver ces connaissances? Comment est-ce qu'on peut rentrer ça dans la machine et la première question, on l'a vu avec les métadonnées, les rendre interopérables. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des métadonnées, mais comment est-ce qu'on les utilise? Alors là, ce qui va suivre, c'est des propositions, dire voilà, c'est des pistes qu'on peut explorer. Celle-là, c'est une des plus simples. Alors on retrouve RDF, dont on a parlé, qui est aujourd'hui la formalisation informatique la plus utilisée et la plus pertinente.
qui est lié à un CMS, un Content Management System qui s'appelle OMKS, qui permet d'implémenter du RDF de façon très très simple. Je vous ai mis en parallèle un projet qui s'appelle Open Annotation, qui va lui fournir un formalisme, là aussi très très simple, qui va permettre de, par rapport à un acteur donné, modéliser les commentaires sur des ressources. D'accord ? Donc ça, ce sont des spécifications qui aujourd'hui ont été validées. Donc à la fois Open Annotation et RDF via OMKS, on a aujourd'hui des outils très simples qui permettent de gérer ça et de rendre du coup toute catégorisation et toute construction de métadonnées complètement interopérable avec ce qu'on appelle le Linked Open Data, etc. etc. Donc déjà, hop, on a une solution, on va dire, technique pour faire tout ça. Alors après, on va capter des choses, on va essayer d'enregistrer. Alors là, capter les connaissances physiques, d'une certaine manière, c'est le plus simple. On en a plein des capteurs. On en a eu des exemples ce matin. On peut, dans la maison, capter plein de choses. Donc ça, on va enregistrer un certain nombre de fréquences, etc. Et ça c'est pas vraiment là le problème. Le problème, il est plus quand on va essayer de dire... Mais est-ce qu'on peut capter les connaissances sociales ? Est-ce qu'on peut, par exemple, dire là, on est dans l'appartement, et puis dans cet appartement-là, bon, il y a un étudiant qui est là, mais il a la visite, je ne sais pas moi, d'un officier, il a la visite d'un assureur, d'un banquier, d'un vendeur, d'un juré. Est-ce que son comportement va être le même suivant les relations qu'il va avoir avec cet acteur social ? C'est un exemple que j'ai pris ici qui vient d'une proposition de Pierre Lévy, d'une ontologie qui permet de rendre interopérable. On a posé aussi la question ce matin au niveau des métadonnées. Vous voyez qu'on a un certain nombre de codes, là, la SAFO, la BAFO, etc. Je passe le détail comment c'est construit, mais chacun de ces concepts a une dimension binaire. Ce qui a un très très gros avantage d'avoir une dimension binaire, c'est que vous allez pouvoir faire des calculs dessus. D'accord ? La grosse difficulté aujourd'hui des métadonnées, c'est qu'elles sont exprimées en langage naturel. Et donc c'est comme si vous essayiez de faire du calcul arithmétique avec des chiffres romains. On peut y arriver, mais c'est très compliqué. Là, l'idée de Pierre Lévy, c'est de dire, OK, on va partir sur des concepts qui vont être décrits par des nombres binaires qui vont composer une topologie énorme de relations entre tous ces concepts. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir opérer des calculs beaucoup plus facilement que si on avait des chiffres romains. Donc là, je vous ai mis la question sur les acteurs sociaux. Il y a tout un tas de planches où il a décrit un dictionnaire pour essayer de mettre en avant qu'est-ce que c'est que... lui, ce qui l'intéresse, c'est l'intelligence collective. Donc, quels sont les différents paramètres, les différents éléments qui sont en jeu dans l'intelligence collective. Alors, là, typiquement, on peut très bien imaginer un système de captation de l'acteur social où il y a quelqu'un qui rentre et puis la personne dit « Ah bah oui, tiens, lui c'est mon manager. » Alors là, c'est très austère parce que c'est des chiffres, etc. On pourrait mettre des icônes, etc. Mais je choisis pour dire « Voilà quel acteur social soit je suis, soit avec qui j'ai des rapports. » Et du coup, tout ce dont on parlait au niveau de la construction de la mémoire va complètement changer puisqu'on va avoir un paramètre important. Capter les connaissances conceptuelles. Un exemple très très simple, on parlait de cartographie tout à l'heure, de cartographie géographique. Ça, ce sont des cartographies sémantiques où on a un système d'organisation. Donc ça, c'est une proposition de David McCandless, qui est un designer de l'information, qui montre qu'on peut organiser les concepts suivant deux axes qui vont du très fonctionnel au dysfonctionnel et du très bien structuré au très mauvais structuré. C'est une image. Cette image-là, on peut complètement la rendre interactive en mettant derrière chacun des axes et chacun des concepts les fameuses ontologies, les fameuses thésaurus, etc. qui fait que si je clique ici, la personne qui va cliquer, elle va dire « Ah bah oui, moi je clique dans merde. » Ok, pardon. Mais derrière, on peut très bien encoder ce clic-là en lui rajoutant une métadonnée dans une ontologie, dans un thésaurus. Et ça, c'est un moyen très très simple de pouvoir imaginer une infinité de cartes conceptuelles qui vont être là pour faire émerger des captations de ce que pense l'individu. Et
d'un point de vue technique, c'est très simple. Une image, un système de coordonnées qui va renvoyer un thésaurus, et chaque clic, alors là j'ai mis en plus un heatmap, c'est-à-dire qu'on peut suivre très simplement le fait que, a priori, dans cette situation-là, les gens étaient plutôt on trouvait ça plutôt brillant, great, etc., et même aussi un petit peu fou, etc. On peut essayer de capter les émotions, toujours sur le même principe de cartographie sémantique, où là, on peut proposer aux individus une roue, ça c'est une roue qui a été proposée par Plutchik, où on a une association des différentes émotions fondamentales. Et là, on va demander à l'individu de peut-être confirmer un certain nombre de capteurs physiologiques par sa propre appréhension de ce qu'est son émotion. Et donc là, un petit clic sur une des couleurs, une des images, avec peut-être un système qui fait que plus je clique, plus je donne de l'importance à cette émotion. Et on peut représenter l'historique de ces émotions sous la forme d'un steam graph qui va représenter l'évolution temporelle de la force de chaque émotion exprimée par l'acteur. Autre proposition, là on va essayer de capter ce que j'appelais les connaissances argumentatives. C'est est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de faire exprimer aux gens, autrement que par une dissertation, que par un texte, etc., quels sont ces arguments? Et là je vous ai montré un exemple qui est un petit outil, normalement le lien est opérationnel, hein, vous cliquerez dessus, vous trouverez sur là, où on va modéliser sous la forme de points et de flèches un certain nombre de formules logiques qui vont être directement traduites par l'algorithme en propositions mathématiques. Alors là, on est purement dans la logique formelle. On peut imaginer d'autres systèmes qui permettent justement de mettre en place des argumentations. C'est-à-dire de dire, ben voilà, tel est le frigo me plaît pas aujourd'hui ou je sais pas. Mais de trouver un moyen graphique de pouvoir créer des métadonnées qui sont compréhensibles par les ordinateurs sans avoir à demander aux individus de faire du XML, du JSON ou tout comme ça. Ce que vous avez présenté, c'est-à-dire comment est-ce tout le monde trouve ça chiant de faire des métadonnées? Comment est-ce qu'on fait pour leur faciliter la vie? Et là, ces propositions-là sont des propositions pour dire bah, on peut faire ça. Alors ça, ces recherches sont liées à un séminaire qu'on a mené là, toute cette année à Paris 8 en partenariat avec les Archives nationales autour on a appelé ça Atelier d'analyse des controverses, épistémologie, méthodologie et usage, ADACEMU. Voilà. Donc là où on essaye de justement formaliser les controverses, les arguments. Alors, la question qui se pose, c'est ok, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas dans toutes ces propositions de design d'information un moment où est-ce que ça va être vraiment compréhensible? Est-ce qu'on va mettre à disposition des dispositifs ce que j'ai appelé qui sont fertiles, quoi? Est-ce qu'on ne va pas dépasser la limite de la fertilité à travers, alors je vous ai mis un certain nombre d'exemples de visualisation au centre et de chaque côté des tableaux de Paul Klee qui s'appellent justement la limite de pays fertile, qui sont des tableaux qu'il a peints quand il a été à Hammamet, à la limite du désert justement. Et ce qui est marrant, ce qui peut être assez symptomatique, c'est de voir que cette limite du pays fertile, hein, les deux tableaux sont quasiment de la même période, c'est le passage à l'abstraction. Et donc à travers aujourd'hui les représentations qu'on fait et les outils qu'on peut aménager en design d'information pour pouvoir faire des expériences utilisateurs où on va faciliter la captation des métadonnées, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir autour de l'abstraction. Et là, c'est une proposition autour de comment est-ce qu'on peut faire une cartographie sémantique qui va utiliser une analogie du jardin pour essayer de modéliser justement toutes ces mémoires, toutes ces envies. Alors je passe les détails, je vais juste insister sur la couche intermédiaire qui s'appelle l'humus, là, qui est l'idée que quand on va construire une représentation, on va pouvoir la jardiner, on va couper des branches pour dire bah ça me plaît pas, ou au contraire on va planter des graines pour dire bah là j'aimerais bien que ça pousse, etc. Mais quand on va couper, l'information je ne veux pas de ça, elle devient importante. Je veux oublier ça.
Et donc on va pouvoir intégrer cette dimension de l'oubli dans des calculs de recommandation, dans des calculs, dans des algorithmes. C'est-à-dire que, et cette représentation est faite pour ça. Elle dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Et on peut très bien imaginer de coller ce type de représentation sur un frigo. C'est-à-dire que le frigo va avoir en réalité virtuelle des branches, des racines, des feuilles, et on va pouvoir jardiner son frigo pour lui expliquer de façon plus claire « je ne veux plus de yaourt à la fraise ». Et là, on n'a pas besoin de taper. Alors, bon, maintenant, il y a des systèmes vocaux, on pourrait dire je ne veux plus de yaourt à la fraise, mais on peut aller dans des choses assez complexes à ce niveau-là. Et du coup, je dépasse depuis 29 secondes. Donc, j'en arrive juste à la question qui est dans cette interaction collective à travers des cartes sémantiques, etc. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer une dimension d'évaluation collective de ce système de je pars des data, là, des données qu'on a vues pour réaliser des informations? Est-ce qu'il n'y a pas cette évaluation collective qui est nécessaire pour arriver à une dimension éthique? Et la grande question, c'est qui va faire cette évaluation collective? Est-ce que ça va être... Oh, ça ne marche plus. Oh. Ah si. Est-ce que ça va être les politiques? Est-ce que ça va être les GAFAM, qui sont très gentils, hein, vous voyez, ils veulent jouer avec nous. Ils nous invitent à jouer avec eux, donc on peut leur laisser, on peut avoir toute confiance en eux. Ou voilà, des anonymes et l'auto-organisation de... Je sais pas. Merci à vous. Alors, excusez-moi, pardon, oui, j'ai oublié de présenter Hakim, avec qui on a construit... pardon, excuse-moi. On n'aurait jamais tenu. Alors, du coup, tu as 5 minutes, tu peux y aller. Non, je vais être beaucoup plus court. C'est justement pour faire le lien avec ce qui avait été proposé par Denis Brouillet et Joël Cando sur la question et que tu as repris en introduction sur est-ce qu'on ne peut pas trouver un pont, en tout cas un chevauchement entre les deux approches qui serait extrêmement cogniticienne, liée vraiment sur l'émergence du sens, et une qui serait plus liée au traitement de l'information. Là, moi, j'invite justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est, nous, on s'appuie beaucoup, on est très sur l'instrumentalisation, c'est-à-dire sur l'outil comme étant un artefact qui permet de faire un reflet du comportement humain. Donc on s'appuie justement sur, on n'oublie pas qu'on a modélisé les modèles de traitement de l'information en s'appuyant sur en modélisant l'être humain. Et c'est vrai que maintenant il y a une inversion, on a l'impression que les hommes fonctionnent comme des machines. Alors évidemment qu'on ne défend pas cette hypothèse, par contre on défend l'hypothèse que justement les objets connectés, ceux qui pourront se trouver dans un appartement ou au sein de la voiture ou même au sein des institutions, enfin n'importe où, même dans l'espace public, on voit bien que ces outils sont des moyens de faire... de tester l'hypothèse de Turing d'une certaine manière, et donc de créer un effet réflexif chez l'acteur. Et donc l'objectif, c'est de multiplier justement ces applications pour redonner le contrôle à l'acteur, justement, et de bien comprendre qu'il est face à un instrument, à un outil qui peut tout à fait contrôler et permettre ainsi de pouvoir dépasser le problème qui a été pointé par Jean-Luc Cando sur la question de, oui, dès la naissance, on a déjà des phénomènes de traitement de l'information. L'autre critique est souvent apportée aux cliniciens et aux énactionnistes, c'est oui, mais là vous parlez d'un individu seul, mais comment ça se fait quand il y a plusieurs êtres humains qui travaillent ensemble? C'est là où justement c'est la question de la médiatisation, donc le rapport homme-homme médiatisé justement par les outils techniques. Et là depuis la roue, quoi, d'une certaine manière. Donc on se formalise pas sur la dimension purement informatique, justement en prenant l'outil c'est en utilisant comme levier que le bâton devient levier en l'utilisant, comme dirait Wittgenstein. Et donc ça, ces outils-là, c'est en les utilisant que ça va donner un retour réflexif chez l'acteur. En lui donnant la main, comme tu dis. En lui donnant la main. Voilà.